la déclaration tomba dans l'air calme et climatisé de leur salon minimaliste, non pas avec un fracas, mais avec la finalité glaçante d'une lame de guillotine. « Ce qui est à moi, » dit Chloé, sa voix semblable à une pierre polie et lisse. Elle admirait sa nouvelle montre, un éclat de platine et de diamants qui coûtait plus cher que la voiture que conduisait Liam. « Et ce qui est à toi est à nous. » Elle leva les yeux vers lui, un léger sourire condescendant jouant sur ses lèvres. Le genre de sourire que l'on donne à un enfant simple à qui l'on vient d'enseigner une règle fondamentale et inattaquable du monde. Elle pensait qu'il était simple. Elle pensait que sa nature silencieuse était un manque d'ambition, sa patience un signe de faiblesse. En l'espace de 3 mois, elle allait apprendre que sa patience n'était pas de la faiblesse, mais une longue et lente accumulation de force, et que son silence avait été la construction minutieuse et méthodique d'une forteresse qu'elle ne pourrait jamais espérer franchir. Elle ne le savait tout simplement pas encore. Nous sommes tous passés par là, n'est-ce pas? Dans un moment où vous vous sentez sous-estimé, où votre valeur est mesurée à la mauvaise échelle, si vous avez déjà ressenti cela, je sais que vous allez vouloir voir comment cela se déroule. Alors allez-y, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, car vous faites partie de ce voyage maintenant. Et, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, revenons-y. Liam sentit un calme étrange s'installer en lui. Ce n'était pas de la résignation. C'était de la clarté. Pendant 5 ans de mariage, il avait accepté les termes non dits de leur union. Lui, l'architecte stable mais banal d'un grand cabinet, était la fondation. Il payait l'hypothèque de leur bel appartement en ville. Il couvrait les charges, les courses, les paiements de la voiture commune, les vacances. Il était le socle sur lequel Chloé, cadre supérieur en marketing dans la marque de style de vie de luxe de son père, pouvait construire sa vie étincelante. Son salaire substantiel, ses primes, les cadeaux généreux de ses parents, cela était à elle. Il finançait sa garde-robe de créateur, sa collection d'art, son abonnement exclusif à la salle de sport, et maintenant cette montre. Ses revenus à lui, respectables selon n'importe quelle norme normale, étaient simplement absorbés dans la machinerie de leur existence commune. C'était le compte à nous. Ses revenus à elle étaient le compte à moi. Il avait permis à ce déséquilibre de persister par un sentiment d'amour mal orienté. La croyance que le partenariat signifiait fournir une base stable pour que la personne que vous aimez puisse voler. Il avait confondu son envol avec un voyage partagé. Maintenant, il le voyait pour ce qu'il était. Elle s'envolait loin de lui, utilisant ses épaules comme une rampe de lancement qu'elle n'avait jamais eu l'intention de revisiter. Il la regarda vraiment. La femme dont il était tombé amoureux était une personne vibrante et ambitieuse. Il avait admiré sa détermination. Mais quelque part en cours de route, cette détermination avait tourné au sentiment que tout lui était dû, son ambition en arrogance. Elle n'était plus seulement sa partenaire. Elle se considérait comme la PDG de leur mariage, et il était un employé salarié sans stock option. Le sourire condescendant était toujours là, attendant son signe de tête placide d'approbation. Il le lui donna. « Bien sûr, Chloé, dit-il d'une voix égale. Cela semble parfaitement juste. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à nous. Je comprends. » Son sourire s'élargit, satisfaite. Elle avait remporté une négociation qu'ils n'avaient même pas réalisé qu'ils avaient. Elle reporta son attention sur la montre, tournant son poignet pour attraper la lumière. La conversation était déjà oubliée, écartée comme une question mineure d'administration domestique. Mais pour Liam, ce n'était pas une fin. C'était un commencement. Dans son esprit, un interrupteur avait été basculé. Un contrat non dit depuis des années venait d'être explicitement énoncé et formellement accepté. Et un contrat, il le savait, fonctionne dans les deux sens. Il pensa au journal en cuir usé dans sa mallette, celui qu'elle rejetait toujours comme son carnet de gribouillage. À l'intérieur, il n'y avait pas que des gribouillages, mais des plans de bâtiments qui redessineraient les horizons, des conceptions de maisons dont on murmurait dans les plus hautes sphères de la richesse, et un plan méticuleusement détaillé pour une vie dont elle ne savait rien. Elle venait de lui donner la justification de la construire. Le premier test de sa nouvelle résolution survint moins d'une semaine plus tard, lors du redouté dîner dominical au domaine de son beau-père, Richard Sterling. La maison des Sterling était moins une maison qu'un monument à l'ego de Richard, un vaste manoir néo-géorgien rempli de lourds meubles en bois sombre, de portraits d'ancêtres au visage sévère qu'il n'avait pas vraiment.
Et d'un silence oppressant qui n'était jamais rompu que par le son de la voix tonitruante de Richard ou par le rire cristallin et nerveux de sa femme, Eleanor. Liam avait toujours détesté ces dîners. Ils étaient des rituels hebdomadaires d'humiliation subtils et parfois moins subtils. Il était le bouffon du roi dont il ne réalisait pas l'existence. Alors qu'il s'installait dans la salle à manger, un espace caverneux qui aurait pu accueillir un dîner d'État, Richard tenait déjà court. C'était un homme imposant, florissant et majestueux, qui croyait que son succès dans la vente de sacs à main hors de prix à des personnes peu sûres d'elles lui donnait un aperçu de toutes les questions d'importance mondiale. Le marché est mou, mais notre nouvelle expansion européenne va changer la donne, annonça Richard, en faisant tourner un vin rouge profond dans un verre comiquement grand. Il baissa les yeux vers le bout de la table en direction de Liam. Tu ne comprendrais pas les pressions, bien sûr, Liam. L'architecture d'entreprise est un jeu sûr. Prévisible. Tu suis les règles, tu reçois ton chèque. Il n'y a pas de vrai risque, pas de vision. Liam ressentit la morsure familière, le rejet désinvolte qui le dépeignait comme un rouage sans passion dans une machine. Chloé, assise à côté de lui, ne broncha pas, elle prit juste une gorgée délicate de son vin, son silence étant une forme d'accord. C'était le récit de sa famille à son sujet, et elle en était co-autrice. Il y a une certaine élégance à travailler avec des contraintes, Richard. Répondit calmement Liam, en soutenant son regard. Parfois, les solutions les plus créatives viennent des boîtes les plus étroites. Richard laissa échapper un rire bref et aboyant. Des solutions créatives. Tu conçois des parcs de bureaux, mon garçon, pas la chapelle Sixtine. Marc, le jeune frère de Chloé, ricana. Marc était l'échec réside de la famille, un homme qui flottait d'une idée commerciale désastreuse à une autre, toujours amorti par la richesse de la famille. Il voyait Liam non pas comme un beau-frère, mais comme un rival pour les ressources de la famille. Un rival qu'il sentait clairement vaincre. Au moins Liam a un emploi stable, Marc, intervint Eleanor. Sa tentative de défense ressemblant plus à une insulte. Contrairement à ton entreprise de kombucha artisanale pour chiens, la table rit, et le visage de Marc rougit. C'était un sport familial, de taper sur les plus faibles, et Liam était toujours la cible la plus sûre et la plus basse. La conversation changea, mais le sous-entendu demeurait. Liam était l'outsider, le cas de Charité, l'homme qui avait inexplicablement décroché une femme bien au-dessus de sa condition. Il mangea son repas parfaitement cuit mais sans saveur, ressentant le poids de leur jugement collectif. Il n'était pas seulement sous-estimé, il était activement et délibérément mal compris. Ils avaient créé une caricature de lui, Liam, l'architecte ennuyeux, et il n'interagissait qu'avec ce dessin, jamais avec l'homme. Plus tard, alors que le café était servi dans la grande et suffocante bibliothèque, Marc le coinça près de la cheminée. Marc avait une énergie fouineuse et désespérée que Liam trouvait profondément désagréable. « Et Liam, mec, il faut que je te parle », commença-t-il, sa voix d'un ton conspirateur et bas. Liam savait ce qui s'en venait, c'était un scénario familier. J'ai cette opportunité incroyable, une nouvelle application. C'est comme Uber mais pour, eh bien c'est compliqué, mais le financement d'amorçage est presque là. J'ai juste besoin d'un petit pré-relais pour franchir la ligne d'arrivée, juste 50 000 $. Liam le regarda, 50 000 $. Pour Marc, c'était une broutille, une erreur d'arrondi. Pour le compte à nous que Liam finançait assidûment, c'était un coup dur. Marc, je ne pense pas Liam commença, mais Chloé fut soudainement à son coude. Sa main reposa sur son bras, un geste qui se voulait d'un grand soutien mais qui ressemblait à un étau. Chérie, dit-elle, sa voix douce comme du poison. Marc est de la famille, et c'est un investissement dans son avenir. Nous pouvons gérer cela depuis le compte joint, n'est-ce pas? Tu es si doué avec les chiffres. Elle ne demandait pas, elle donnait des instructions. Elle se produisait pour sa famille, leur montrant qu'elle contrôlait les cordons de la bourse familiale. Les cordons de la bourse du compte à nous en tout cas. Elle démontrait son pouvoir sur lui. Il regarda le visage plein d'attente de Chloé et le visage suffisant de Marc. Ils formaient une équipe. Il était la banque. L'ancien Liam aurait argumenté, aurait essayé de raisonner, et aurait finalement cédé, épuisé par la pression émotionnelle. Le nouveau Liam voyait l'échiquier. Il voyait le coup qu'il préparait, et il voyait les 10 coups qu'il jouerait en retour. Bien sûr, dit-il, les mots ayant un goût de cendre, mais sa voix ne trahissant rien. Pour la famille. Marc lui tapota l'épaule,
un geste de fausse camaraderie. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon pote. Chloé rayonna, son statut social de sœur généreuse et d'épouse capable étant réaffirmé. Liam sentit une colère froide et dure se cristalliser dans sa poitrine. Elle n'était ni brûlante ni explosive. C'était un diamant, et il savait avec une certitude absolue que les diamants peuvent tout couper. Il glissa la main dans la poche de sa veste, ses doigts effleurant le cuir lisse et usé de son journal. Cela ressemblait à une arme. Il pensait lui prendre quelque chose. Il n'avait aucune idée de ce qu'il s'apprêtait à reprendre. Le mardi suivant, Chloé rentra à la maison dans un tourbillon d'excitation, laissant tomber une brochure surdimensionnée et glacée sur le granit poli de l'îlot de leur cuisine. La couverture montrait une superbe maison moderne en verre et en cèdre perchée sur une falaise surplombant un lac bleu et serein. « Je l'ai trouvée », annonça TL les yeux brillants d'un feu possessif que Liam avait appris à reconnaître. La maison du lac, notre évasion pour le week-end. Liam prit la brochure. La propriété était magnifique, une œuvre d'art architecturale à part entière. Elle était également incroyablement chère. Il alla à l'arrière où le prix était discrètement imprimé. C'était plus que la valeur de leur appartement en ville. « Chloé, c'est beaucoup, dit-il, en gardant une voix neutre. Comment prévoyons-nous de gérer cela ? Elle fit un geste dédaigneux de la main, se versant déjà un verre de sauvignon blanc bien frais. Oh, ne te tracasse pas ta petite tête pratique avec ça. Papa nous aide. Il fournit la compte comme cadeau d'héritage anticipé, un cadeau très généreux. Elle prit une gorgée de vin, l'air satisfaite d'elle-même. Le reste sur une hypothèque, c'est un excellent investissement. Liam sentit un nœud se resserrer dans son estomac. Alors, tu vas l'hypothéquer, demanda-t-il prudemment. À ton nom, bien sûr, dit-elle, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Le cadeau de papa est pour moi. Il est logique que la propriété soit à mon nom. C'est juste plus propre ainsi. Tu sais comment les choses peuvent devenir désordonnées. Plus propre, le mot resta suspendu en l'air. Elle isolait ses actifs de lui, de leur mariage, du compte à nous. Il regarda à nouveau la brochure La Maison Immaculée sur l'eau tranquille. Il imaginait les week-ends là-bas. Il serait l'invité, l'homme à tout faire glorifier, l'homme qui rentrait les bagages de sa femme depuis la voiture. Mais bien sûr, continua TL. Sa voix prenant un ton magnanime. Nous pourrons tous les deux en profiter. C'est pour nous. Et l'entretien, les taxes, la maintenance, le nouveau bateau que je veux acheter. Tout cela peut provenir du compte joint, le fonds à nous. Tu vois ? C'est un effort d'équipe. C'était là encore. La règle. Ses actifs à elle étaient à elle. Ses actifs à lui étaient à eux. Une maison sur le lac à son nom, financée par son père et son compte à elle, serait entretenue et meublée par le salaire de Liam. C'était l'application la plus audacieuse, la plus effrontée de sa philosophie à ce jour. Il voyait ses futurs week-ends, tondant la pelouse d'une maison qu'il ne possédait pas, réparant un quai pour un bateau dans lequel il n'avait aucune part. Tout cela pendant que sa famille la félicitait pour son investissement avisé. Il ressentit une montée de quelque chose qui frisait la nausée. Il replaça soigneusement la brochure sur le comptoir. Ses mouvements étaient délibérés. Il devait maintenir le masque en place. Le mari calme, agréable, légèrement simplet. Toute fissure dans la façade maintenant serait prématurée. Il lui fallait plus de temps. Il avait besoin qu'elle soit confiante, complaisante, totalement sûre de sa domination. Son arrogance était le sable dans lequel elle enfouissait sa tête. Et il avait besoin qu'elle creuse juste un peu plus profondément. « C'est une belle maison, Chloé. » dit-il. Sa voix était un chef-d'œuvre d'admiration feinte. « Tu as un goût incroyable. » Elle se pavanait, se prélassant dans le compliment. « Je sais, dit-elle. Et ça va être notre escapade parfaite. Notre escapade. Ma dette, pensa-t-il. Cette nuit-là, il resta éveillé longtemps après que la respiration douce et régulière de Chloé eut rempli la pièce. La colère avait disparu, remplacée par une concentration froide et précise. Il n'était plus seulement sur un échiquier. Il concevait le plateau, sculptait les pièces et écrivait les règles d'un nouveau jeu auquel elle ne savait même pas qu'elle allait jouer. Le lendemain matin, il passa 2 appels. Le premier était pour un enquêteur financier discret, spécialisé dans la traçabilité des actifs et la clarification des structures de propriété.
Le second était pour son avocate, une femme vive et sans fioriture nommée Evelyn Reed. « Evelyn, dit-il, la voix basse et assurée alors qu'il se tenait sur le balcon de son bureau, regardant la ville. C'est Liam. Nous devons restructurer. Et nous devons le faire discrètement. Je veux créer une nouvelle société holding, complètement protégée. Et je veux commencer à y transférer mes biens personnels, tous. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Tout va bien, Liam ?» demanda Evelyn, son ton passant de professionnel à inquiet. « Tout devient enfin clair », répondit Liam. Il baissa les yeux vers la rue en contrebas, vers les gens qui se précipitaient comme des fourmis. De cette hauteur, on ne pouvait pas dire qui était riche et qui était pauvre, qui était puissant et qui était faible. Tout était une question de perspective, et il était sur le point de changer fondamentalement celle de Chloé. Quelques semaines plus tard, Liam se tenait sur un chantier balayé par les vents au cœur du quartier financier en plein essor de la ville, le squelette d'un gratte-ciel massif griffait le ciel gris, une toile d'acier et de béton bourdonnant de l'énergie de la création. Pour tout observateur occasionnel, il n'était qu'un architecte de plus d'un cabinet du centre-ville, venu observer les techniques utilisées sur un projet phare. Il portait un casque de protection et une veste à haute visibilité par-dessus son costume, un presse-papier à la main. Son emploi de jour fournissait la couverture parfaite. Chloé pensait qu'il assistait à un séminaire ennuyeux sur les codes de construction municipaux. En réalité, il inspectait son propre chef-d'œuvre. C'est le futur siège européen de Sterling Lifestyle, l'entreprise de Richard, et il était conçu par Atellred Design, le cabinet d'architecture le plus énigmatique et le plus recherché au monde. Atellred n'avait pas de bureau, pas de site web, pas de marketing. C'était un fantôme, une légende murmurée par les promoteurs et les milliardaires. Son fondateur était anonyme, connu uniquement sous le surnom anglo-saxon qu'il avait choisi en clin d'œil à son amour de l'histoire. Ses projets étaient rares, transformateurs et astronomiquement chers. Et son unique propriétaire et concepteur en chef était Liam, un homme dans un costume simple et un casque d'emprunt, marchant sur les os de sa propre vision. Une silhouette se détacha d'un groupe de chefs de chantier et marcha vers lui. C'était Arthur Vance, un homme distingué d'une soixantaine d'années, avec une crinière de cheveux blancs et des yeux qui avaient vu tout ce que le monde de l'architecture avait à offrir. Arthur était le mentor de Liam, son ami, et surtout, le visage public d'Atellred Design. Il était le directeur général du cabinet, le leader chevronné et respectable qui gérait les contrats et protégeait Liam de la publicité qu'il méprisait tant. « C'est un sacré tyran, ton beau-père, » dit Arthur, sa voix étant un grondement sourd contre le vent. Il a renvoyé les spécifications des matériaux du hall 3 fois, s'est plaint que le marbre italien n'était pas assez opulent. Liam s'autorisa un petit sourire sardonique. Ça ressemble bien à Richard. Il pense que l'opulence s'achète au kilo. Il pense aussi qu'il a affaire à moi, continua Arthur, le regard perçant. Il n'a aucune idée que l'homme qu'il repousse à sa table est le même qui redessine tout son héritage d'entreprise. Combien de temps vas-tu maintenir cette mascarade, Liam ? C'était une chose quand il s'agissait de protéger ta vie privée, ta tranquillité d'esprit. Mais ça, c'est différent. Elle te saigne à blanc. Le sourire de Liam s'effaça. Il leva les yeux vers la tour, vers les lignes élégantes et élancées qu'il avait d'abord esquissées dans son journal en cuir il y a des années. Ce bâtiment était une déclaration, un testament de ses véritables capacités. Pourtant, dans sa propre maison, il était traité comme un homme sans importance. « C'est une promesse que je me suis faite, Arthur, » dit Liam, la voix calme. Après le burn-out, après l'effondrement du premier cabinet sous le poids de son propre succès, je voulais une vie simple. Je voulais être jugé pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. Et es-tu jugé pour ce que tu es ? Contra Arthur, sa question étant douce mais pointue. Ou es-tu jugé pour une fiction que tu as créée ? Il ne voit pas le vrai Liam. Il voit une ombre que tu as projetée, et il lui donne des coups de pied parce qu'il pense que c'est tout ce qu'il y a de toi. Le vent fouettait autour d'eux, transportant l'odeur du béton mouillé et de l'acier. Arthur avait raison. L'expérience avait échoué. Il avait voulu trouver une partenaire qui aimait Liam, l'homme. Au lieu de cela, il avait trouvé une partenaire qui tolérait Liam, le pourvoyeur, tout en convoitant ouvertement la richesse et le statut dont elle croyait qu'il manquait. La vie tranquille qu'il s'était construite était devenue une cage, et sa femme et sa famille en étaient les gardiens de zoo, secouant les barreaux pour leur propre amusement. « C'est presque fini, » dit Liam, plus pour lui-même que pour Arthur.
Il tourna le dos à la tour et regarda la ville. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de voir jusqu'où ils iraient. Maintenant je sais. Quel est ton plan? Demanda Arthur. Richard prépare un grand gala pour célébrer le projet dans quelques mois. Il va dévoiler la maquette finale. Il veut que M. Athelred soit là, bien sûr. Il veut que je prononce un discours. L'expression de Liam était indéchiffrable, mais une nouvelle lumière dure était apparue dans ses yeux. Je sais, dit-il, et un discours sera prononcé, mais ce ne sera pas par toi. Il regarda son vieil ami, l'homme qui avait gardé son secret pendant si longtemps. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Arthur. J'ai besoin que tu t'assures que le contrat pour la tour Sterling comporte une clause de moralité standard, la plus stricte que tu puisses rédiger. Lis-la directement à la conduite du client envers toutes les parties contractantes, nommées ou non. Les sourcils d'Arthur se levèrent. Une clause de moralité était courante pour les contrats de célébrité, pas pour les contrats d'architecture. C'était une arme et elle était inhabituelle. Considère que c'est fait, dit Arthur, un lent sourire s'étalant sur son visage. Il comprenait enfin. Le jeu ne consistait plus à gagner ou à perdre. Il s'agissait de révéler la vérité. Et la vérité, Liam le savait, allait être dévastatrice. Le jour où ils signèrent pour la Maison du Lac fut une leçon magistrale d'humiliation. Chloé avait insisté pour que Liam prenne un jour de congé, sacrifiant l'un de ses précieux jours de vacances, pour être présent à la signature et à la remise officielle des clés. La réunion n'eut pas lieu dans le bureau stérile d'un avocat, mais dans le bureau personnel de Richard Sterling, une pièce conçue pour intimider. Elle était lambrissée d'acajou sombre, avec un bureau de la taille d'une petite voiture et une odeur légère et écœurante de fumée de cigares et d'autosatisfaction. Richard était assis derrière le bureau comme un roi sur son trône avec son avocat à côté de lui. Chloé était assise dans l'un des fauteuils en cuir moelleux, rayonnante de triomphe. On offrit à Liam un siège légèrement sur le côté, comme s'il était un assistant ou un associé junior. Tout le processus était une performance pour son bénéfice. Richard fit grand cas d'expliquer le financement, soulignant l'ampleur de son cadeau à Chloé. L'avocat disserta sur les titres de propriété et les taxes foncières, adressant toujours ses remarques à Chloé, jetant de temps en temps un coup d'œil à Liam avec une expression de douce pitié. Liam ne dit rien. Il resta simplement assis là, observateur silencieux du transfert d'une propriété qu'il serait censé entretenir, mais qu'il ne posséderait jamais. Il ressentait un profond sentiment de détachement, comme s'il regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Il pouvait voir la scène de l'extérieur, le puissant patriarche, la fille favorite et le mari sans importance. Ils étaient si confiants dans leur rôle, si à l'aise dans la dynamique de pouvoir qu'ils avaient établie. Une fois les papiers signés et les clés, un trousseau lourd et orné sur un porte-clés de la marque Sterling, placé dans la main de Chloé, Richard s'adossa à sa chaise, un air suffisant sur le visage. Eh bien, c'est fait. Bienvenue dans le monde de l'immobilier, ma fille. Tonna-t-il. Puis il se tourna vers Liam. Maintenant Liam, il y a quelques petites choses autour de la propriété qui doivent être vues. Les anciens propriétaires ont laissé le quai se dégrader un peu. Un des poteaux est bancal. Et le système d'arrosage automatique fait des siennes. Je me suis dit, avec ton œil pour structurer les choses, tu serais l'homme parfait pour régler tout ça. Ça te fera un bon projet pour tes week-ends. Ce n'était pas une suggestion. C'était une liste de corvées, la première d'une longue série. On lui assignait ses tâches de gardien non rémunéré du nouveau domaine de sa femme. Chloé sourit brillamment. Oh, c'est une idée merveilleuse, papa. Liam est si pratique, il aura tout réglé en un rien de temps. Liam croisa le regard de Richard à travers le vaste bureau. Il vit la lueur d'amusement dans les yeux de l'homme plus âgé. Cela faisait partie du prix d'entrée dans la famille Sterling. Il fallait connaître sa place. Et la place de Liam était à quatre pattes, à réparer un poteau bancal. J'y jetterai un œil, dit Liam, la voix parfaitement égale. Il sentait son propre pouvoir s'enrouler en lui, un dragon endormi. Il le piquait avec des bâtons, complètement ignorant du feu qui le renfermait. Le premier week-end à la Maison du Lac fut encore pire que ce qu'il avait imaginé. Richard et Eleanor étaient là, soi-disant pour aider Chloé à s'installer. En réalité, ils étaient là pour superviser. Eleanor arriva avec un porte-bloc et une liste de suggestions de décoration, qui étaient, en fait, des ordres. Richard suivit Liam partout,
lui offrant des conseils non sollicités pendant que Liam inspectait le quai. Tu dois utiliser des boulons galvanisés là, mon garçon. Ne sois pas radin, disait-il, pendant que Liam examinait une poutre de soutien qui était clairement pourrie et nécessitait un remplacement complet, pas seulement de nouveaux boulons. Liam n'était pas traité comme un invité ou un membre de la famille, mais comme un entrepreneur. Chloé, prise par l'excitation de sa nouvelle possession, flottait à travers la maison, dirigeant le placement des meubles et planifiant les futures fêtes, complètement inconsciente de la dynamique qui se jouait entre son mari et son père. À un moment donné, Eleanor tendit une liste à Liam. « Liam, mon chéri, dit-elle, sans lever les yeux d'un magazine de design d'intérieur. Pendant que tu seras en ville pour chercher des fournitures, pourrais-tu prendre ça ? Et Chloé a mentionné que les toilettes de la salle de bain des invités fuient. Tu es doué pour ce genre de choses, n'est-ce pas ? Liam regarda la liste. C'était une liste de courses. On l'envoyait faire des commissions. Il était laid. Il prit la liste sans un mot. Alors qu'il conduisait jusqu'à la quincaillerie de la petite ville dans sa modeste berline, un contraste saisissant avec le nouveau cabriolet rutilant que Chloé avait acheté avec son dernier bonus à moi. Il ressentit un profond sentiment de paix. C'était le fond. C'était la dernière preuve dont il avait besoin. Il n'était pas en colère. Il en avait terminé. Il leur avait donné toutes les chances de le voir, de le respecter, de le traiter d'égal à égal. Ils avaient échoué à chaque test. Alors qu'il payait les boulons galvanisés sur lesquels Richard avait insisté, ainsi que le bois de qualité marine beaucoup plus cher et les raccords en acier inoxydable qu'il savait être réellement nécessaires, il passa un autre appel. « Evelyn, dit-il, la voix calme mais ferme au milieu du vacarme du magasin. Le gala pour la tour Sterling. J'ai besoin de connaître la date exacte, et j'ai besoin que tu prépares les derniers documents. Tout cela. La dissolution de l'entreprise, la séparation des actifs, la requête. Oui, le dossier complet. » Il raccrocha le téléphone. Le caissier lui rendit sa monnaie. « Passez une bonne journée, » dit l'homme avec une simple gentillesse humaine qui semblait plus authentique que tout ce que Liam avait vécu tout le week-end. « Vous aussi, » répondit Liam, et pour la première fois depuis longtemps, il savait qu'il le ferait. La tempête approchait, et il n'était pas seulement prêt à l'affronter. Il la dirigeait. La nuit du gala de Sterling Lifestyle était le sommet de la carrière de Richard Sterling, et il s'était assuré que le monde le sache. L'événement se tenait dans la salle de bal la plus prestigieuse de la ville, un espace caverneux dégoulinant de lustres en cristal et d'arrangements floraux qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin, l'image même de l'élégance raffinée. La liste des invités était le Gotha de l'élite commerciale et sociale de la ville. Tous étaient là pour assister au triomphe de Richard, et pour avoir un premier aperçu de la maquette architecturale de son nouveau siège. L'air était chargé de parfums coûteux, d'autocongratulations et du faible bourdonnement du réseautage. Liam et Chloé arrivèrent, et Chloé fut immédiatement dans son élément. Elle portait une superbe robe dos nu en soie vert émeraude, une robe de sa collection à moi. Elle se déplaçait dans la foule avec la grâce exercée d'une aristocrate née, acceptant les compliments, riant aux bonnes blagues, sa main reposant de manière possessive sur le bras de Liam. Pour le monde extérieur, ils formaient un couple de pouvoir. Lui, le mari beau et discret, le sol solide pour son étoile scintillante. Liam, dans un costume sombre parfaitement coupé mais peu voyant, était un modèle de soutien discret. Il souriait, il hochait la tête, il serrait des mains, jouant son rôle à la perfection. Mais à l'intérieur, c'était un ressort bandé. Son esprit était une pièce silencieuse et calme au milieu d'un ouragan. Il observait tout, la façon dont Richard se prélassait dans l'adulation, la façon dont Eleanor papillonnait nerveusement à ses côtés, la façon dont Mark essayait déjà de vendre sa dernière entreprise vouée à l'échec à un cadre bancaire pris au piège. Il vit Arthur Vance de l'autre côté de la pièce, tenant court avec un groupe de promoteurs. Arthur, le visage public d'Atelred Design, était une célébrité ce soir-là. Il croisa le regard de Liam et fit un hochement de tête subtil, presque imperceptible. Le décor était planté. Tout était en place. Liam trouva un endroit calme près des portes-fenêtres qui menaient à un balcon, un verre d'eau gazeuse à la main. Il regardait Chloé charmer un groupe de journalistes de mode, son rire brillant et artificiel. Elle jeta un coup d'œil vers lui et lui fit un petit signe de la main, un geste qui disait « Reste là », et l'air agréable, « Ne m'embarrasse pas », il ne ressentit rien.
Le lien émotionnel qu'il s'était autrefois tant battu pour préserver avait été cautérisé, ne laissant qu'une cicatrice chirurgicale propre. C'était le calme avant la tempête. Il pouvait sentir la pression dans l'air, l'accumulation d'électricité statique avant un coup de foudre. Il savoura le moment, les dernières secondes de leur fiction partagée. Il pensa à tous les affronts, aux 1000 petites coupures d'irrespect qui avaient conduit à cette nuit. Richard se moquant de son travail sur le prêt de Marc. La liste de courses d'Eleanor. La condescendance constante et désinvolte de Chloé, culminant dans sa règle d'or. Ce qui est à moi, ce qui est à toi est à nous. Il glissa la main dans la poche intérieure de sa veste. Ses doigts ne trouvèrent pas son journal en cuir cette fois-ci. Ils trouvèrent une enveloppe simple et fine. À l'intérieur se trouvait une clé. Une clé simple et sans prétention. C'était la clé de son vrai bureau. Un vaste studio inondé de lumière dans un entrepôt discrètement converti du centre-ville. L'endroit où Atel Red Design vivait vraiment. C'était la clé de sa vraie vie. Bientôt, tout le monde le verrait. Enfin, le moment arriva. Le quatuor à cordes se tut, et un silence tomba sur la pièce. Richard Sterling se dirigea à grands pas vers le podium sur la scène. Le torse bombé. Le visage rayonnant. Il se lança dans un long discours décousu, rempli de clichés sur la vision, l'héritage et l'engagement de la famille Sterling envers l'excellence. Liam écouta. Son expression impassible. Richard construisait son propre piédestal, le rendant aussi haut que possible. Cela ne rendrait la chute que plus spectaculaire. Cette vision, tonna Richard, sa voix résonnant dans la vaste pièce. Exigeait une maison, pas seulement un bâtiment, mais une déclaration. Un monument qui porterait le nom de Sterling dans le siècle prochain. Pour y parvenir, nous avions besoin du meilleur, pas d'un des meilleurs, du meilleur. Et c'est ainsi que nous nous sommes assurés les services du cabinet d'architecture le plus exclusif et le plus visionnaire de la planète. Atel Red Design. Une vague de murmures impressionnés parcourut la foule. Sur un signal de Richard, 2 assistants retirèrent un tissu en velours d'une grande table au centre de la scène. Elle était là. Une magnifique maquette finement détaillée de la tour Sterling. C'était à couper le souffle. Le design était audacieux, élégant et totalement unique. Une colonne torsadée de verre et de lumière qui semblait défier la gravité. La foule haleta, puis éclata en applaudissements enthousiastes. Richard laissa les applaudissements le submerger, en héros conquérant. Il fit ensuite un geste vers Arthur Vance. Et nous avons l'honneur d'avoir le génie derrière Atel Red, Arthur Vance, avec nous ce soir. Arthur se leva et fit une révérence polie et modeste. Les yeux de Richard balayèrent la foule, un prédateur cherchant sa prochaine victime pour une démonstration de domination. Son regard se posa sur Liam. Un sourire cruel et dédaigneux effleura ses lèvres. C'était trop parfait. Il couronnerait son moment de triomphe en rappelant à tous le statut inférieur de son gendre. Mon gendre Liam est aussi architecte, annonça Richard, sa voix dégoulinant de condescendance. L'attention de la foule se déplaça vers Liam. Il pouvait sentir des centaines de paires d'yeux sur lui. Chloé, debout près de la scène, se raidit légèrement, un éclair d'appréhension dans les yeux. Liam, monte ici une seconde, ordonna Richard. Ce n'était pas une demande. Liam posa calmement son verre d'eau sur le plateau d'un serveur qui passait et se dirigea vers la scène. Il se déplaçait avec une grâce sans hâte qui sembla déconcerter Richard pendant une fraction de seconde. « Dis-nous, mon garçon, » dit Richard, en tapant une main lourde sur l'épaule de Liam alors qu'il atteignait le bord de la scène. « En tant qu'homme qui conçoit, qu'est-ce que c'est, des parcs de bureaux ? Que pense un architecte drone d'entreprise d'un véritable chef-d'œuvre comme celui-ci » Le silence dans la pièce était absolu. Tout le monde attendait la chute. Ils attendaient que Liam balbutie, qu'il soit intimidé, qu'il offre des louanges humbles et flatteuses. Ils attendaient que le bouffon fasse son tour. Chloé retenait son souffle, les jointures blanches alors qu'elle serrait sa pochette. Liam ne regarda pas Richard, mais la maquette. Il fit lentement le tour de la table, ses yeux absorbant chaque détail, chaque ligne. Chaque jointure incroyablement petite et parfaite. Il laissa le silence s'étirer, le prolongeant jusqu'à ce qu'il soit tendu et bourdonnant. Finalement, il s'arrêta. Il se tourna pour faire face à Richard, l'expression calme, les yeux clairs et directs. « C'est un design audacieux, » commença Liam,
sa voix étant basse mais portant dans le silence. Ambitieux, mais il y a un défaut. Une inspiration collective parcourut la salle de bal. Le sourire de Richard se figea sur son visage, se transformant en un masque grotesque d'incrédulité. Un défaut? Balbutia-t-il, sa voix perdant sa confiance tonitruante. De quoi parlez-vous? C'est parfait. Liam fit un geste vers la façade nord de la maquette. La plateforme d'observation en porte-à-faux au 48e étage. Dit-il, la voix aussi précise que le scalpel d'un chirurgien. La conception exige une balustrade en verre triple feuilleté pour préserver la vue. Mais les calculs actuels de charge structurelle pour le support en acier primaire en dessous ne tiennent pas compte de la résonance harmonique qui sera générée par le cisaillement du vent à cette altitude et cet angle spécifique. Dans un vent de 70 miles à l'heure, cela vibrera. Dans un vent de 90 miles à l'heure, cela se brisera. Le niveau de détail était stupéfiant. Le langage technique était irréfutable. Ce n'était pas l'opinion d'un drone d'entreprise. C'était la connaissance intime d'un créateur. Richard le dévisageait, son visage passant du rouge à un blanc pâteux et marbré. La foule était totalement silencieuse, abasourdie. Arthur Vance, debout au premier rang, avait un sourire lent et satisfait qui s'étalait sur son visage. Chloé avait l'air d'avoir été frappée par la foudre. « Comment pourrais-tu savoir cela » murmura Richard, la question suspendue dans l'air mort. Liam le regarda enfin dans les yeux. Le masque était tombé. Pour la première fois, toute la famille Sterling et tous leurs amis et associés voyaient le vrai Liam. Et il était terrifiant. « Je le sais, » dit Liam, sa voix tombant à un ton presque conversationnel qui était d'une certaine manière plus puissant qu'un cri. « Parce que c'est moi qui ai trouvé l'erreur dans ma propre conception il y a 2 semaines. Et c'est moi qui ai envoyé les plans de structure révisés à votre équipe d'ingénierie hier matin. » Il fit une pause, laissant l'implication atterrir avec la force d'un coup physique. Puis il prononça la phrase finale et dévastatrice. « Je m'appelle Liam Thorne, et je suis à Tellred. » Pendant 10 bonnes secondes, le seul son dans la salle de bal fut le faible bourdonnement du système de ventilation. Le choc collectif était une présence physique, une atmosphère épaisse et irrespirable. Richard Sterling restait figé, la bouche légèrement ouverte, le visage étant une toile d'horreur naissante. Mark, debout à côté de sa mère, ressemblait à un poisson, cherchant son souffle. La main d'Eleanor était pressée contre sa poitrine. Sa contenance soigneusement construite se brisant comme un vase tombé. Mais les yeux de Liam étaient sur Chloé. Elle restait clouée sur place. Sa robe émeraude paraissant soudain criarde contre sa peau pâle. Son expression était un kaléidoscope de confusion, d'incrédulité et d'une compréhension terrifiante et naissante. Elle repassait par toutes les interactions qu'ils avaient jamais eues, chaque commentaire dédaigneux, chaque sourire condescendant, et voyait tout cela à travers une lentille nouvelle et horrifiante. Le carnet de gribouillage, le travail sur la petite tête pratique, tout cela était un mensonge. Un mensonge, s'était-elle dit. Liam laissa le silence faire son œuvre. Puis il reporta son attention sur Richard, qui maintenant bredouillait, essayant de reprendre le contrôle. C'est une blague ridicule et pathétique. Arthur, hurla-t-il, pointant un doigt tremblant vers le mentor de Liam. Dites-leur que c'est de la folie. Arthur Vance s'avança, l'expression empreinte d'une sombre satisfaction. Il s'adressa non pas à Richard, mais au public captivé. Pendant 7 ans, j'ai eu l'honneur de servir en tant que directeur général pour Tellred Design, annonça-t-il, sa voix résonnant d'autorité. Mon rôle principal a été de protéger l'identité du fondateur, lui accordant la paix et la vie privée dont il a besoin pour créer. Ce soir, il semble que cette protection ne soit plus nécessaire. Je peux confirmer que l'homme qui se tient devant vous, Liam Thorne, est le fondateur, l'unique propriétaire et le concepteur en chef d'Tellred Design. La confirmation envoya une nouvelle onde de choc dans la pièce. Les chuchotements commencèrent, bas au début, puis augmentant en volume. C'était un scandale, un drame, une révélation aux proportions épiques. Le bouffon venait de révéler qu'il était le roi. Liam leva la main, et la pièce redevint silencieuse. Il avait leur attention complète et indivisible. Pendant 5 ans, commença-t-il, la voix assurée et dénuée de malice, portant pourtant un poids immense. J'ai été membre de la famille Sterling. Pendant ce temps, on m'a patiemment et constamment rappelé ma place. Il regarda directement Richard.
On m'a dit que mon travail était sûr et manquait de vision. On m'a dit que je concevais des parcs de bureaux, pas des chefs d'œuvre. Il tourna ensuite son regard vers Marc. On m'a demandé et j'ai accordé un prêt de 50 000 $ à même nos fonds communs pour une entreprise commerciale qui, comme toutes les autres, échouera sûrement. L'argent que je gagnais était traité comme une caisse noire familiale. Ses yeux trouvèrent Eleanor. On m'a donné des listes de courses et des tâches consistant à réparer des toilettes dans une propriété dont on ne m'a pas jugé digne d'être copropriétaire. Finalement, son regard se posa sur Chloé. Son visage s'était décomposé, des larmes commençant à tracer des chemins à travers son maquillage coûteux. « Et de ma femme, dit-il, la voix s'adoucissant de manière presque imperceptible, ce qui ne rendit les mots que plus brutaux. J'ai appris une règle très importante, une règle qu'elle a énoncée si clairement il y a quelques mois à peine. Ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à nous. Il laissa la phrase suspendue en l'air, un écho parfait de ce moment dans leur salon. Il pouvait voir le souvenir poindre sur son visage, l'horreur de ses propres mots utilisés comme une arme contre elle. J'ai décidé, continua Liam, la voix résonnant d'une finalité calme et glaçante, d'appliquer cette règle pleinement et également. Cela semble juste. Il mit la main dans sa poche et sortit la fine enveloppe. Il l'ouvrit et laissa la clé unique tomber dans sa paume. Ce qui est à moi, dit-il en levant la clé, c'est une firme de design avec une valorisation actuelle à 9 chiffres. C'est un portefeuille d'investissement privé qui éclipse la fortune de la famille Sterling. C'est mon talent, mon nom et mon respect de moi-même. Tout cela est à moi, et à compter de ce matin, tout est détenu dans une fiducie que vous ne pouvez pas toucher. Il regarda ensuite Chloé, ses yeux contenant un univers de déception. Ce qui est à toi, Chloé, c'est ton salaire, ta nouvelle voiture, les bijoux que tu portes, les vêtements que tu achètes, et une maison sur le lac avec une très grosse hypothèque et un quai très bancal. Tout cela est à toi. La foule était hypnotisée. C'était mieux que n'importe quel théâtre. C'était un drame humain réel et brut. Et ce qui est à nous, dit Liam, terminant le syllogisme dévastateur. Le compte à nous, celui que j'ai financé à hauteur de 92% au cours des 5 dernières années, a été audité. Nos contributions respectives ont été calculées au centime près. Ta part a été transférée sur ton compte personnel. Ma part a été déplacée sur le mien. Le compte à nous, à compter de ce soir, est fermé. Il fit une pause, puis porta le coup de grâce, se retournant vers un Richard abasourdi. Et enfin, la tour Sterling. C'est un projet magnifique. Malheureusement, mon contrat avec Atelred Design contient une clause de moralité. Une clause qui annule l'accord en cas d'inconduite personnelle ou professionnelle de la part du client envers tout membre de mon équipe. Et comme vous l'avez si publiquement démontré ce soir, vous avez traité le concepteur principal de mon cabinet avec mépris et irrespect. Le contrat est donc nul, avec effet immédiat. Il se tourna et regarda Arthur. Arthur, s'il te plaît, assure-toi que le raconte soit remboursé, moins nos frais de consultation initiale. Nous ne sommes plus associés à ce projet. Sur ce, il remit la clé dans sa poche, fit un dernier signe de tête à la pièce stupéfaite, et quitta la scène. Il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin. La tempête avait éclaté, et il s'éloignait dans le calme, laissant les débris derrière lui. Les suites immédiates furent un chaos. Alors que Liam traversait calmement la salle de bal vers la sortie, un chemin s'ouvrant devant lui, comme s'il était un prophète. Le sort du silence se brisa derrière lui. Des cris éclatèrent. Richard Sterling, le visage violet de rage et d'humiliation, hurlait sur Arthur Vance, qui tenait simplement bon, impassible. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons un contrat. Je vais vous poursuivre. Je vais poursuivre tout le monde. Mugit Richard. Sa dignité dépouillée, révélant le cœur paniqué et tyrannique de l'homme. Marc, toujours opportuniste, était déjà sur son téléphone, essayant probablement de vendre à découvert les actions de l'entreprise de son propre père avant que la nouvelle ne frappe les marchés. Mais c'est la réaction de Chloé qui fut la plus dramatique. Elle trébucha en avant au passage de Liam, sa main cherchant son bras. « Liam, attends, s'il te plaît !» cria-t-elle. Sa voix était rauque de désespoir. Il s'arrêta, mais ne se tourna pas complètement vers elle. Il la regarda juste par-dessus son épaule. « Liam, je ne savais pas, sanglota-t-elle. Les larmes coulant librement maintenant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?
Nous pouvons arranger ça. Je peux arranger ça. Ces mots étaient révélateurs. Non pas, nous devons parler, mais je peux arranger ça. Même dans son désespoir, son premier instinct était de gérer le problème, de contrôler la situation, de sauver son propre statut. Elle voyait la perte de l'argent, la perte du prestige. Elle n'avait pas encore commencé à comprendre la vraie perte, la perte de la confiance, de l'amour, de l'homme qui s'était tenu discrètement à ses côtés. Il n'y a rien à arranger, Chloé, dit Liam, la voix douce mais ferme, la voix que l'on utilise pour un étranger. La règle était la tienne, je ne fais que l'appliquer. Mais ça ne devait pas se passer comme ça, gémit elle, sa voix attirant plus de regards. C'était juste une chose que j'ai dite. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait tout dire. Liam la corrigea doucement. Ça voulait dire que tu voyais notre mariage comme une entreprise où tu détenais tous les capitaux propres et je détenais tout le passif. Tu me voyais comme une ressource, pas comme un partenaire. Tu étais si occupé à regarder les étiquettes de prix que tu as oublié de voir la valeur. Il se tourna enfin pour lui faire face complètement. Il vit la femme belle et brisée devant lui. Et pendant un instant fugace, il ressentit un pincement de l'amour qu'il avait autrefois pour elle. Mais c'était comme ressentir un membre fantôme, la connexion elle-même avait disparu. « Je suis désolé que tu souffres, Chloé, dit-il, et il le pensait. Il ne prenait aucune joie dans sa douleur. Il ne s'agissait pas de vengeance pour lui. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de reprendre sa propre vie en main. Mais c'est la conséquence de tes choix, de tous tes choix. Il fit un vague geste vers son père, qui était maintenant maîtrisé par deux de ses propres gardes de sécurité. Ta famille a construit un monde basé sur le jugement des gens selon leurs valeurs nettes perçues. Vous êtes tous sur le point de découvrir ce que ça fait d'être de l'autre côté de ce jugement. Il se retourna et continua sa marche vers la sortie. Personne n'essaya de l'arrêter cette fois. Alors que les grandes portes de la salle de bal se refermaient derrière lui, coupant les sons des cris et des pleurs, il prit sa première bouffée d'air pur et libre. Il était seul, mais pour la première fois en 5 ans, il ne se sentait pas seul. Il marcha dans la nuit fraîche, sous un ciel plein d'étoiles indifférentes, et sentit l'immense poids écrasant qu'il portait depuis des années se dissoudre simplement dans l'obscurité. La fiction était terminée. Sa vraie vie ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un flou de manœuvres juridiques et de bouleversements sismiques. La nouvelle de l'annulation du contrat de la tour Sterling et la raison choquante derrière cela se propagèrent dans la communauté des affaires comme une traînée de poudre. Les actions de Sterling Lifestyle s'effondrèrent. Richard, exposé comme un imbécile et un tyran, fut contraint de démissionner de son poste de PDG par son propre conseil d'administration qui était terrifié par les retombées. La marque construite sur une image de sophistication d'élite était maintenant la risée, une étude de cas d'orgueil corporatif. Liam resta isolé de tout cela. Il travaillait depuis son studio baigné de soleil, un espace de créativité calme rempli de livres, de maquettes et de l'odeur du papier à dessin. Arthur et Evelyn géraient l'assaut, filtrant les quelques messages qui nécessitaient son attention. Les messages les plus persistants, bien sûr, venaient de Chloé. D'abord, il y a eu les textos, des dizaines d'entre eux, un flux de conscience frénétique oscillant entre la rage, les supplications et les accusations. « Comment as-tu pu me faire ça ?» À nous, disait l'un d'eux, suivi quelques minutes plus tard par « Tu me manques, s'il te plaît rentre à la maison, on peut parler. » Puis vinrent les messages vocaux, sa voix devenant plus désespérée à chaque fois. Elle tenta de négocier. « Je vendrai la maison du lac Offriel dans un message. Je mettrai l'argent sur un compte joint, un vrai cette fois. Nous pouvons recommencer. » Elle ne comprenait pas que ce n'avait jamais été une question d'argent. Il s'agissait de la mentalité qui avait fait de l'argent un problème en premier lieu. Finalement, environ une semaine après le gala, elle se présenta à son studio. Arthur l'avait prévenu qu'elle était en bas, mais Liam lui avait dit de la laisser monter. Il savait que cette confrontation était inévitable. Elle entra dans le vaste espace ouvert et s'arrêta, regardant autour d'elle avec admiration. C'était son vrai monde, son sanctuaire. C'était plus grand, plus beau et plus réel que n'importe quel espace qu'elle n'avait jamais associé à lui. Elle vit les maquettes de ses projets passés, un vignoble à Napa, un musée privé à Kyoto, un institut de recherche dans les Alpes suisses. L'ampleur de sa vie secrète était mise à nu et cela la submergeait. Liam, commença-t-elle la voix fluette. Elle était habillée simplement d'un jean et d'un pull, une tentative calculée d'humilité.
J'avais tort. J'avais tellement, tellement tort. Oui, tu avais tort, dit-il, sans méchanceté. Il était assis à une grande table à dessin, un crayon à la main. Il ne se leva pas. Il la faisait venir à lui, inversant la dynamique de toute leur relation. Elle marcha lentement vers lui, ses talons cliquant sur le sol en béton poli. J'étais arrogante, dit-elle, la voix brisée. J'étais aveugle. Je t'ai pris pour acquis. J'ai été élevé à penser de cette façon, à penser au statut et à l'argent, et j'ai laissé cela tout empoisonner. C'était la chose la plus honnête qu'il l'avait jamais entendu dire. Une partie de lui voulait la croire, voir la lueur de rédemption. Je t'aime, Liam, murmura-t-elle, les larmes lui montant à nouveau aux yeux. Je t'ai toujours aimé, c'est juste que, je me suis perdu. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Donne-nous une autre chance. Liam posa enfin son crayon et leva les yeux vers elle. Il étudia son visage, cherchant la femme qu'il avait épousée. Il la voyait, mais il voyait aussi tout ce qui s'était passé depuis. Il voyait les sourires condescendants, la complicité silencieuse, la liste des corvées. Il voyait le fossé fondamental et infranchissable dans leurs valeurs. « M'aimes-tu, Chloé » demanda-t-il doucement. « Ou aimes-tu ce que je peux te donner ? Aimes-tu l'homme qui payait discrètement les factures ? Ou aimes-tu l'homme qui peut concevoir des gratte-ciel ? Parce que tu les as traités très différemment. » Elle tressaillit comme s'il l'avait frappée. « Ce n'est pas juste. » « Est-ce le cas ? » Contrat-il. « L'homme que tu pensais que j'étais, l'architecte stable et banal, tu ne le respectais pas, tu le tolérais. Tu t'es servi de lui comme fondation pour la vie que tu voulais. Une vie que tu n'as jamais eu l'intention de partager pleinement avec lui. Tu as seulement recommencé à l'aimer quand tu as découvert qu'il était secrètement un roi. » Il se leva et marcha vers la fenêtre massive qui donnait sur la ville. « La confiance est brisée, Chloé. Et la confiance est comme la fondation d'un bâtiment. Une fois qu'elle est fissurée, tu ne peux pas simplement la rafistoler. Toute la structure est compromise. Il faut la démolir et recommencer. Et je ne suis pas prêt à construire à nouveau sur ce même terrain défectueux. » Son visage s'affaissa. Elle comprenait enfin. Ce n'était pas une négociation. C'était un verdict. « Alors et maintenant » demanda-t-elle d'une voix creuse. « Maintenant » dit Liam, en se retournant vers elle. « Tu appliques ta règle. Ce qui est à toi est à toi. Tu as ta famille, ta carrière, telle qu'elle est. Et les atouts que tu as protégés si soigneusement. Tu t'en sortiras très bien. Et ce qui est à moi est à moi. Mon travail. Mon avenir. Et ma paix. Je passe à autre chose, Chloé. Et je te suggère de faire de même. » Elle resta là un long moment. Les larmes séchant enfin sur son visage. Remplacées par un regard de sombre acceptation. Puis sans un autre mot, elle se retourna et s'éloigna. Ses pas résonnant dans le vaste espace calme. Là où la nouvelle vie de Liam se construisait. 6 mois passèrent. Les saisons changèrent. Et la ville passa à autre chose. Comme elle le fait toujours. L'histoire du gala Sterling devint un morceau de folklore d'entreprise. Un conte édifiant raconté dans les salles de conférences et les bars. Sterling Lifestyle sous une nouvelle direction avait changé de marque et essayait lentement, péniblement, de se redresser. Le squelette à moitié terminé du projet de la tour Sterling fut finalement vendu à perte à un autre promoteur. Un rappel constant et rouillant de l'orgueil de Richard. Liam prospérait. Libéré du poids de sa double vie, il déversait toute son énergie dans son travail. Red Design adopta une nouvelle personnalité publique. C'était toujours exclusif, mais ce n'était plus anonyme. Liam donnait des interviews, apparaissait sur les couvertures de magazines d'architecture et devenait une voix de premier plan dans son domaine. Il était plus heureux, plus léger, plus lui-même qu'il ne l'avait été depuis des années. Il dînait avec Arthur une fois par semaine et leur amitié s'approfondit. Il renoua avec de vieux amis qu'il avait négligés. Il commença à fréquenter des gens, prudemment au début, puis avec un sentiment d'espoir croissant. Il construisait une nouvelle vie sur des bases d'honnêteté et de respect de soi. Un après-midi d'automne vif, il était assis à la terrasse d'un café dans un quartier calme bordé d'arbres quand il la vit. Chloé marchait de l'autre côté de la rue. Elle avait l'air différente. Les vêtements de marque avaient disparu, remplacés par un style simple et élégant qui semblait plus authentique.
Ses cheveux étaient différents. Son maquillage était minimaliste. Elle portait un porte-documents, pas un sac à main à $1000. Elle ressemblait à une personne, pas à une marque. Elle ne le vit pas, elle entra dans une petite galerie d'art indépendante quelques portes plus bas. Sur un coup de tête, Liam paya son addition et la suivit. Il se tenait dans l'embrasure de la porte de la galerie, à l'observer. Elle parlait au propriétaire, faisant un geste vers une série de peintures abstraites saisissantes sur le mur. Elles étaient vibrantes, émotionnelles et pleines d'une énergie brute. L'artiste a une vraie voix unique, disait le propriétaire de la galerie. Nous pensons qu'elle a un brillant avenir. Chloé sourit, un sourire authentique et sans effort que Liam n'avait pas vu depuis des années. Merci, dit-elle. La route a été longue. Elle se retourna alors et le vit debout là. Pendant un moment son sourire vacilla et une lueur de l'ancienne panique traversa son visage. Mais ensuite, cela s'installa en quelque chose de nouveau, de la résignation peut-être, ou juste de la paix. Elle s'excusa auprès du propriétaire et marcha vers lui. « Liam, dit-elle d'une voix égale. Que fais-tu ici ? Je t'ai vu de l'autre côté de la rue, dit-il en désignant les peintures. Sont-elles ? Ce sont les miennes, dit-elle, une fierté tranquille dans la voix. Après tout ça, j'ai perdu mon emploi. Mon père me rend responsable de l'effondrement de l'entreprise. Il n'a pas tort, ma famille, eh bien, nous ne sommes plus proches. Je n'avais rien, alors j'ai recommencé à peindre. C'était la seule chose qui me restait et qui était vraiment à moi. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement une acceptation lasse. Elle avait perdu le monde qu'elle avait vénéré, et dans les décombres, elle avait trouvé une petite part d'elle-même. Elles sont belles, Chloé, dit-il, et il le pensait. Elles sont pleines de vie. J'ai dû vendre la maison du lac, continua-t-elle, comme si elle avait besoin de terminer le grand livre. L'hypothèque était impossible. J'ai vendu la voiture, les montres, tout ça. J'habite dans un petit appartement maintenant, c'est calme. Elle le regarda, les yeux clairs pour la première fois dont il se souvenait. Tu avais raison, Liam, surtout. J'étais une personne terrible, et une imbécile. J'ai passé toute ma vie à courir après des choses qui brillaient, et je n'arrivais pas à voir leur juste devant moi. Je suis désolé, pas parce que je veux quelque chose de toi, juste parce que tu méritais des excuses. Tu mérites mieux. C'était ça, le dernier battement silencieux de l'histoire. Pas une confrontation dramatique, mais un moment de vérité triste et lucide. Il vit le changement en elle. Elle avait été humiliée, brisée même, mais elle se reconstruisait à partir d'un endroit plus honnête. Il savait, cependant, que cela ne changeait pas le passé. Les fissures dans leur fondation étaient toujours là. Merci de dire ça, Chloé, dit-il, je te souhaite le meilleur avec ton article vraiment. Il tendit la main. C'était un geste de paix, de clôture. Elle l'a pris, sa poigne était ferme. Ce n'était pas la main d'une femme, mais d'une personne qu'il avait connue autrefois. Une personne qui était maintenant une étrangère sur son propre chemin. Toi aussi, Liam, dit-elle en le lâchant. Il lui fit un dernier signe de tête et sortit de la galerie, retournant dans la lumière du soleil d'automne. Il ne ressentait ni triomphe ni vindicte. Il ressentait un sentiment de résolution calme et profond. L'histoire ne parlait pas de sa chute. Elle parlait de son ascension. Elle parlait de son choix d'exiger le respect qu'il avait toujours mérité. Comme nous l'avons vu, la vraie valeur ne concerne pas ce que vous possédez ou ce que vous gagnez. Il s'agit de qui vous êtes, de l'intégrité que vous portez, et du respect que vous avez pour vous-même et pour les autres. L'histoire de Liam est un rappel puissant que vous ne devriez jamais laisser quelqu'un d'autre définir votre valeur. Parfois, les personnes les plus calmes ont le plus de choses à dire, et les fondations les plus solides sont celles que vous construisez pour vous-même. Selon vos propres termes. Qu'en pensez-vous ? La réponse de Liam était-elle justifiée ou était-elle trop dure ? J'adorerais lire vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Chaque relation a ses règles, dites ou non dites. La plus importante est de s'assurer que ces règles sont construites sur une base de respect mutuel. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette histoire, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui vous font penser et ressentir. Jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas d'être l'architecte de votre propre vie.